Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de faire cette keynote avec vous aujourd'hui pour parler des potentiels du métaverse et du Web3 pour les entreprises et pour les marques en général. 15 minutes, c'est un vrai challenge pour parler de ce sujet, mais je vais essayer d'être brève et impactante et de nous laisser quelques minutes de questions-réponses à la fin. Donc pour me présenter, je m'appelle Karen Jouve, je suis la CEO et cofondatrice de Doors Consulting Group. C'est le premier acteur global dédié au Web3, qui est composé de Doors, un cabinet de conseil spécialisé dans le Web3, Doors Sport, une agence Web3 dédiée au sport, et Dive, le dernier né de la bande, qui a un hub de builders dédié au métaverse et au gaming. Aujourd'hui, on est le premier acteur indépendant, exclusivement spécialisé dans le Web3, qui accompagne les grandes marques. On vous a mis un exemple de certaines marques qu'on accompagne qui n'est pas exhaustif, dans leur projet Web3, de la phase vraiment de cadrage stratégique jusqu'au déploiement de leur projet. Ça peut être blockchain, crypto, NFT ou métaverse. Du coup, pour introduire le sujet, si on revient un petit peu sur le marché du Web3 au global, malgré les soubresauts du marché et une année pour le moins tourmentée, on remarque qu'on est sur un marché aujourd'hui qui est dynamique et qui est vraiment en phase de maturité. On y reviendra après, mais on quitte progressivement la phase de spéculation pour arriver vraiment sur une phase de création de valeur. Et ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est que malgré tout, malgré les conditions de marché qui ont été à un moment basses et globalement mouvementées, on a des chiffres clés qui nous donnent beaucoup d'espoir sur ce marché. Quand on parle du marché des crypto-monnaies, on a aujourd'hui quasiment 500 millions de personnes à travers le monde qui détiennent des crypto-actifs, ce qui n'est pas rien, et on estime qu'on arrivera à peu près à 1 milliard dans les années à venir. Donc on imagine aussi le potentiel important pour les entreprises. Quand on parle de NFT, là aussi, malgré une année tourmentée, les grandes marques ont généré plus de 265 millions de dollars par la vente de NFT, ce qui est quand même aussi un chiffre conséquent. Et enfin, quand on parle de métaverse, qui est vraiment le mot qui ressort dans la bouche de toutes les grandes entreprises, on a aujourd'hui plus de 60% des Français qui sont prêts à explorer ces mondes virtuels. Donc je le disais, un marché dynamique et qui est en train de se structurer et qui est vraiment en train d'aller toucher une phase de maturité. La conviction qu'on développe, nous, aujourd'hui chez Doors, et j'espère que vous la partagez, c'est qu'on est en train de passer justement de la spéculation à la création de valeur. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, nous, c'est pour cette raison-là qu'on a souhaité aussi s'investir à fond dans le Web3 et qu'on croit au potentiel du Web3 pour les entreprises. Pour quelles raisons ? Parce que ce qu'on remarque, c'est que 2022, c'était vraiment une année d'activation marketing. On l'a vu, la majorité des marques de quasiment tous les secteurs se sont lancées, globalement sur des activations marketing qui prenaient soit la forme de drop NFT, soit la forme de premières expériences métaverse ou gaming. Activation marketing qui était nécessaire pour frapper un coup fort et s'inscrire dans la durée sur cet écosystème. Désormais, ce que nous, on prévoit, c'est que 2023, ce sera l'année de la construction. La construction et l'éducation. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir construire des vraies expériences, construire aussi des socles technologiques pour imaginer les cas d'usage de demain et éduquer à la fois en interne ses collaborateurs et ses directions générales, mais aussi et surtout ses audiences et donc ses clients ou ses futurs clients. Et à partir de 2024 et les années d'après, on sera vraiment sur des phases de déploiement à grande échelle. Et nous, c'est pour cette raison qu'on se structure aujourd'hui pour accompagner justement les marques et les groupes sur ces projets-là. La deuxième conviction qu'on a et que je vous partage, c'est qu'on arrive progressivement, on passe en fait de projets purs Web3, où on utilisait le Web3 comme un buzzword, à des projets powered by Web3. D'ailleurs, ce qui est écrit derrière sur mon Bombers, et c'est vraiment la conviction qu'on a, c'est que le Web3, c'est pas une finalité, c'est avant tout un outil, un moyen au service d'enjeux de marque, d'enjeux business, d'enjeux marketing, d'enjeux autour de l'expérience collaborateur ou d'autres. Et donc, on va prendre des piliers clés de l'entreprise et on va du coup se poser la question en quoi le Web3, le métaverse, les NFT, la crypto-monnaie peuvent apporter quelque chose de plus. Donc, on passe à un Internet de la valeur qui était vraiment la promesse en fait à l'origine du Web3. Et comment finalement on passe à cet Internet de la valeur en accompagnant l'émergence de cas d'usage corporate qui vont être durables et pérennes. Ce que vous voyez sur cette slide, c'est que finalement aujourd'hui souvent on parle de Web3, on parle de métaverse et on ne sait jamais vraiment là où on se situe. En réalité, on a d'un côté des projets Web3 qui sont vraiment des projets qui vont être basés sur la technologie blockchain et l'ensemble des cas d'usage autour. Donc on va parler évidemment des crypto-monnaies, on va parler de cas d'usage comme la traçabilité,
ou encore des NFT ou des métaverses décentralisés, qui vont venir vraiment modifier et transformer profondément les habitudes et les business models des grandes entreprises. Ensuite, on parle de métaverse. Et le métaverse, finalement, c'est à la fois dans le Web3, mais pas que. On voit bien qu'on a des métaverses qui vont être décentralisés, où là, on parle effectivement de Web3, on va y ajouter des usages avec les NFT, mais on a aussi des métaverses, et je pense que à travers le salon, vous pourrez voir aussi la diversité des métaverses qui existent, qui vont être avant tout des mondes immersifs, dans lesquels on accède pas forcément avec un wallet, pas forcément avec un avatar, et dans lesquels on va vivre des moments grâce à de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Et puis en dessous, on a ce qu'on appelle les corporate use cases, qui sont vraiment les cas d'usage qui vont venir impacter les process et les métiers dans les grandes marques et dans les entreprises. Et donc là, on va vraiment parler de ces fameux cas d'usage powered by Web3, sur lesquels on va innover, on va disrupter. Et finalement, tout l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, parmi ceux qui sont là aujourd'hui, ça va être d'identifier où est-ce qu'on place ces cas d'usage et comment on construit sa vision stratégique sur le long terme pour faire en sorte d'avoir des cas d'usage durables et pérennes. Et finalement, on va pouvoir avoir des cas d'usage qui sont au milieu ou d'autres qui vont être un peu plus axés sur le Web3, un peu plus axés sur les mondes immersifs ou axés sur les corporate use cases. Et nous, c'est de cette manière-là qu'on accompagne aujourd'hui nos clients à intégrer en fait ces problématiques et à construire des cas d'usage qui impacteront demain leur process et leur direction de métier. Du coup, quand on parle de cas d'usage, justement, la conviction qu'on a aussi, c'est qu'à partir de maintenant, on va développer des cas d'usage à forte valeur ajoutée pour les marques. Et donc, ces cas d'usage-là, vous allez le voir, finalement, ils peuvent se regrouper soit dans les corporate use cases, soit un peu au milieu des trois. Aujourd'hui, je pense que vous le voyez arriver, on a beaucoup de marques qui ont commencé à faire des expérimentations là-dessus. On a beaucoup de cas d'usage autour des jumeaux numériques. Donc, le sujet du digital twin, pour certains, ça fait d'ailleurs des années qu'on l'aborde. À l'époque, il y a même eu pas mal de villes, des régions comme la région Île-de-France qui se sont emprises de ce sujet. Beaucoup de clients aussi dans le monde industriel, dans l'industrie de l'automobile, mais pas que, dans l'univers de l'immobilier aussi, qui travaillent sur cette notion de digital twin, qui peut venir répondre finalement à des enjeux très différents. Soit on peut répondre à des enjeux liés au phygital, comment je vais relier un objet physique à un objet digital, qui peuvent répondre aussi à des enjeux d'authentification, de certification, par exemple l'exemple dans le monde du luxe ou dans le monde de l'horlogerie, ou qui peuvent après répondre à des enjeux vraiment industriels, et on va parler là d'industrie 4.0 et de manufacturing. On a ensuite beaucoup de cas d'usage et un pan qui pour nous est vraiment un pan avec beaucoup d'opportunités autour du loyalty 3.0. Donc on va parler ici de la notion de fidélisation de demain et du lien qu'on peut faire aussi entre la data et le Web3. Comment construire demain des programmes de fidélité qui font sens, où on arrive à attirer, engager, co-créer, puis monétiser avec ses audiences. Comment imaginer aussi construire des communautés ultra engagées et exclusives pour les engager dans le temps. Donc beaucoup de marques qui travaillent aujourd'hui sur cette notion de fidélisation, et parmi les exemples emblématiques, on a évidemment Starbucks ou Nike avec la plateforme Swoosh qui ont investi ce terrain de jeu. On a ensuite évidemment beaucoup de cas d'usage autour du métaverse et de l'immersive gaming. Et là, on va être finalement sur des enjeux très différents, soit des enjeux vraiment d'awareness ou de positionnement de marque pour venir disrupter, innover grâce à du gaming, grâce à des collaborations avec des plateformes connues comme Fortnite, comme Minecraft ou comme Roblox. Ou bien on peut être après sur d'autres enjeux de pédagogie, d'éducation autour d'un sujet, par exemple sur de la prévention aux addictions, sur de l'éducation, sur de la sensibilisation. Et puis on peut être aussi sur des cas d'usage plutôt en interne autour de l'expérience collaborateur pour transformer par exemple ces logiques de formation ou d'onboarding. Et enfin, on a toute une logique aussi de token gated. Donc ça, c'est une logique qui est très Web3 et qui est en train de pas mal aussi s'infuser finalement dans beaucoup de secteurs, qui est vraiment le fait d'aller distribuer, d'aller faire gagner lors de quêtes ou d'aller vendre des tokens pour constituer une communauté exclusive et pouvoir les activer ensuite dans la durée. Évidemment, là, je ne vous ai cité que 4 grandes familles de cas d'usage, mais il y en a bien d'autres. En tout cas, ce qu'on voit, et je pense que vous le voyez à travers ça, c'est qu'on est bien loin des premiers cas d'usage NFT où on était juste sur des drops et le seul enjeu était de générer des revenus. Aujourd'hui, on arrive vraiment sur des cas d'usage à forte valeur ajoutée et qui vont répondre à des enjeux stratégiques pour les grands groupes et pour les marques. Et parmi ces enjeux stratégiques, en synthèse, on a bien souvent des enjeux de diversification d'audience. Comment je peux diversifier mes audiences ?
comment je peux aller chercher de nouveaux types de publics, et notamment cette fameuse génération Z et Alpha. Et c'est le cas dans tous les domaines, qu'on soit dans le sport, dans l'entertainment, dans la mode ou dans l'industrie. Il va y avoir aussi, bien sûr, des enjeux d'innovation avant tout. Une des principales raisons pour lesquelles les grands groupes aujourd'hui se lancent sur le Web3, c'est qu'ils prennent conscience que c'est la transformation digitale de demain et qu'on ne doit pas rater ce wagon. Et puis après, il y a évidemment des enjeux aussi de data, de CRM, comme je l'ai dit, penser demain sa base de données autrement, via notamment l'intervention du wallet, via l'intervention des avatars qui vont changer durablement le lien qu'on a avec ces populations. Et enfin, la génération de revenus, ou en tout cas la diversification de revenus, même si ça ne doit jamais être la seule raison pour laquelle on se lance dans le Web3, c'est évidemment un des enjeux clés. Et d'ailleurs, on a un vrai enjeu aujourd'hui de construire des business models et des business plans qui impactent à long terme. Si on avance un petit peu, finalement, comment, pour un grand groupe ou une marque, débloquer ses potentiels? Comment se lancer dans le Web3? Quelles questions se poser? Je pense que là, je ne vais rien vous apprendre de spécifique, mais globalement, la conviction qu'on a, nous, et c'est comme ça qu'on accompagne aujourd'hui nos clients, c'est que la première étape, c'est d'aller développer une stratégie axée sur la valeur et donc se poser les bonnes questions. C'est vraiment se poser les questions du quoi, du pourquoi, du comment, du pour qui et pour quel résultat. C'est assez basique, mais pour autant, il y a beaucoup de grands groupes qui, au début, ne l'ont pas forcément fait, et c'est le bon moment de le faire une fois qu'on a fait des premières expérimentations, et donc d'aller définir des objectifs, d'aller tout simplement se dire quel acteur je veux être demain dans le Web3 ou dans le métaverse. Qui je serai? Est-ce que j'aurai une business unit dédiée? Est-ce que j'aurai un business model là-dessus? Est-ce que tout simplement, ça fera juste partie de quelques activations? Ensuite, la deuxième étape, c'est aussi une étape cruciale que beaucoup ont déjà commencé à faire, c'est celle de tester. De tester, d'apprendre et d'adopter. Parce que rien de mieux dans le Web3 que d'être un pionnier, un aventurier. Je pense que même nous qui sommes des experts du sujet, on n'est pas devins et on ne sait pas ce qu'on fera dans 10 ans. Et donc, c'est important d'avoir aussi cette démarche de pionnier pour commencer à tester, apprendre aussi de la réaction de ces audiences, qui on arrive à aller toucher. Est-ce que c'est vraiment des audiences Web3 ou est-ce qu'au contraire, c'est ces cibles grand public? Et pouvoir ensuite faire de l'adoption et suivre les résultats, les affiner pour préparer un déploiement à l'échelle. Et évidemment, la dernière étape, et pour le moment, pas beaucoup de marques ont réussi à le faire, mais sont en train d'y réfléchir, c'est vraiment de préparer le fameux déploiement à l'échelle, c'est d'aller scaler ces projets. Et j'ai envie de vous dire, on aura gagné aussi le jour où on parlera plus justement de Web3 et de NFT, ou le jour où ces grands groupes, ces grandes marques auront réussi à déployer des projets à impact, des projets durables et pérennes, qui utiliseront les technologies de la blockchain, qui utiliseront le métaverse pour des enjeux, et dont les utilisateurs l'utiliseront sans même penser que c'est du Web3, de la même manière qu'aujourd'hui, finalement, on utilise le e-commerce et les réseaux sociaux sans y penser. Donc finalement, 3 étapes clés qui sont indispensables, et vraiment une étape de réflexion stratégique qui est vraiment cruciale pour construire son avenir dans le Web3. Et en conclusion, une phrase que j'aime bien dire, c'est qu'avec le Web3 et le métaverse, vous avez non seulement le potentiel de vous approprier un virage technologique, parce que oui, c'est avant tout une technologie qui vient disrupter, mais aussi un virage culturel majeur. Le Web3, c'est pas juste de la technologie, c'est aussi une nouvelle culture, une nouvelle manière de penser la notion de communauté, une nouvelle manière de co-créer avec sa marque, une nouvelle manière en fait d'engager, de fidéliser, d'attirer des générations qui n'ont plus envie de fonctionner seulement avec une information top-down qui est posée là et qu'on consomme. Ils ont envie de passer de consommateur à consomme-acteur, et c'est ce que le Web3 peut vous permettre. Donc en synthèse, le Web3, c'est la prochaine évolution ou révolution du web. Tout le monde va s'en saisir à un moment donné. La question est de savoir comment et pourquoi. Et on est là pour vous accompagner et bien sûr pour répondre à vos questions. Je crois que j'ai 5 minutes. S'il y a des questions-réponses, n'hésitez pas. Ou alors c'est que c'était très clair. Oui. Bonjour, Fabienne. Je voudrais juste savoir comment vous envisagez l'intégration de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, une nouvelle version, avec le Web3. Et très bonne question. Effectivement, souvent, quand on parle de Web3, on n'est pas toujours au clair sur ce qu'il y a dedans.
Nous, la conviction qu'on a, c'est que c'est pas juste de la blockchain et tous les cas d'usage que j'ai cités, c'est aussi l'intelligence artificielle, c'est aussi l'IoT d'ailleurs, par exemple dans l'univers de l'industrie, le BIM, enfin un certain nombre de technologies qui arrivent en fait à maturité. Et donc pour nous, l'intelligence artificielle, elle est déjà au cœur, puisqu'on l'utilise par exemple quand on fait des expériences métaverses. On l'utilise aussi quand on fait des drops NFT pour de l'art génératif. Et demain, effectivement, on pourra l'utiliser, alors que ce soit ChatGPT ou d'autres, mais dans d'autres cas d'utilisation, et aussi avec effectivement du quantum. Donc en tout cas, nous, la vision, c'est que le Web3, c'est vraiment global, c'est un mouvement global dans lequel il y a les technologies que j'ai citées, plus celles qui existaient déjà et qui arrivent à maturité, avec aussi toutes les technologies de réalité immersive, et que c'est tout ça qui compose le Web3, et c'est important de les prendre en compte aussi dans la réflexion globale pour, encore une fois, pas considérer le Web3 juste comme quelque chose de bizarre qui vient se poser, mais comme quelque chose de global, une transformation digitale globale, en fait. J'ai répondu à votre question ? Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir si vous voyez des secteurs d'activité qui sont un peu plus matures versus d'autres. Et pour les secteurs qui sont un petit peu en retard, est-ce qu'ils vont leapfrogger et être un petit peu précurseurs par rapport à ces usages nouveaux? Oui, effectivement. Alors, à l'origine, depuis à peu près 2021, quand on va dire notamment les projets NFT et Metaverse ont pris de l'ampleur, il y avait globalement 3 secteurs qui ressortaient et qui continuent de ressortir. Il y a le luxe et tous les sous-secteurs qui vont à l'intérieur, le fashion, la beauté, l'horlogerie et d'autres. Il y a l'entertainment, et donc il y a l'entertainment et même le sport. Il y a aussi le secteur du gaming, et on voit de plus en plus arriver aussi le secteur industriel. L'année 2022 a montré qu'il y avait un boom sans précédent de l'industrie automobile notamment, qui s'est largement montré d'ailleurs au CES de Las Vegas. Il y a eu énormément d'expérimentations. Donc ça, c'est globalement les secteurs qui prennent une grosse part. Après, on voit aussi arriver de plus en plus le secteur des services financiers, qui avait d'ailleurs été pionnier à l'époque sur les sujets blockchain et qui progressivement s'y mettent. Et on voit arriver d'autres secteurs qu'on voyait un peu moins, mais notamment par exemple le secteur public, le secteur de la santé, le secteur des transports. Et donc finalement, ce qu'on voit, c'est pourquoi il y a des secteurs qui s'y sont pris dès le début. Tout simplement parce qu'ils étaient déjà sur des segments où l'expérience client était vraiment la clé, où il y avait des vrais enjeux marketing. Et si je prends par exemple l'exemple du sport ou du luxe qu'on connaît très bien, dans le luxe, clairement, ils n'avaient pas pris la transformation digitale. Ils n'ont pas réussi à prendre le virage de la transformation digitale. Pour la plupart, quand on voit le e-commerce dans le luxe, il n'y a aucune différence entre un site sur Zara ou sur une marque de luxe, par exemple. Et donc, pour eux, c'était aussi l'occasion de rapidement prendre le pas, construire l'expérience client de demain, notamment à travers le métaverse, mais aussi aller attirer une nouvelle génération pour les engager grâce aux NFT. Si on prend l'exemple du sport ou de l'entertainment en général, là, la problématique, c'était le vieillissement des audiences. Aujourd'hui, même dans le sport, alors que c'est un sujet cool, ils ont du mal à attirer des jeunes, par exemple, dans les stades. Et donc, ils ont tout de suite vu l'univers du Web3 comme un moyen de créer le fan engagement de demain. Pareil dans l'univers de la musique, pouvoir en fait repenser la relation entre les marques et leurs audiences. Donc, c'est pour ces raisons que ces secteurs-là, ils sont allés en premier. Maintenant, nous, on trouve que c'est tous les autres secteurs qui sont un peu plus, par exemple, dans le milieu industriel ou dans les services qui vont commencer à identifier les fameux corporate use cases dont je parlais et qui vont, eux, se saisir du sujet, mais plutôt sur des sujets un peu plus de process ou un peu plus métier. Et après, souvent, on me dit, mais est-ce que tout le monde va y aller? Nous, la conviction qu'on a, c'est que oui, à la fin, tout le monde ira, mais pas à la même vitesse et pas pour les mêmes raisons, encore une fois. Et évidemment, il y avait le secteur de la logistique aussi, qui historiquement a été très actif, notamment sur le sujet blockchain. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Il nous reste quelques secondes. N'hésitez pas. Oui. Et vous pensez que ça va prendre combien de temps pour faire que les GAFAM commencent à se mobiliser sur le Web3 en sachant que son business model c'est centralisé sur les données? Ils y sont déjà. Donc je pense que ça va pas prendre beaucoup de temps pour qu'ils s'y mettent. Après, la vraie question, c'est déjà demain,
Par exemple, quand on parle de métaverse, est-ce qu'on aura une plateforme ou des plateformes? Et ça, c'est un vrai sujet. Effectivement, avec l'arrivée de Meta, tout le monde s'est posé la question de se dire est-ce que c'est eux, par exemple, qui vont prendre tout le marché ou est-ce qu'au contraire, on va pouvoir conserver toutes les plateformes décentralisées qui sont arrivées? Ça, pour le coup, je pense que personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Et après, sur la partie, effectivement, traitement des données et le business model autour de la vente, en fait, des données qui font aujourd'hui leur business, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Toutes les histoires qu'il y a eu aussi cette année de faillite, par exemple, dans l'univers des crypto-monnaies, nous fait aussi penser qu'il faut à tout prix garder cet état d'esprit de décentralisation et que dès lors qu'on va recentraliser, on retombe en fait sur les mêmes problématiques que dans le passé. Donc tout l'enjeu, ça va être de faire émerger des acteurs. Et les acteurs, il y en a beaucoup aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger, et de voir à quel point ils sont capables finalement de sortir leur épingle du jeu face à des mastodontes. Mais évidemment, on voit déjà que les GAFA sont en train de se saisir du sujet. Globalement, les gros acteurs en fait tech se saisissent du sujet parce qu'ils voient bien le potentiel. Après, quand on regarde les prévisions, j'ai pas encore la boule de cristal, mais on estime que d'ici 3 à 5 ans, sur le sujet vraiment des NFT, on arrivera à peu près à maturité, et c'est ce qu'on voit aussi dans la hype cycle de Gartner, alors qu'on est déjà un peu à maturité aujourd'hui sur les sujets blockchain. En revanche, sur le métaverse, on est plutôt sur 5 à 10 ans. Donc aujourd'hui, on est encore vraiment dans une phase d'expérimentation, et on voit qu'il y a encore beaucoup d'enjeux d'accessibilité, d'interopérabilité, beaucoup d'enjeux autour des données et autour aussi de la porte d'entrée dans le Web3 qui est vraiment le wallet. Est-ce que demain, on y arrivera? Est-ce qu'on arrivera à se défaire en fait de l'habitude d'avoir une adresse mail et de donner ces données? Ça, c'est la vraie question, et on doit concourir à ça, en tout cas quand on est dans l'écosystème. Merci. Merci beaucoup et passez un bon salon.